Bienvenue dans ton Yann et Frank. Hey, ton char à gaz, tu l'aimes, hein? Hey, ton char à gaz en 2035, t'en auras plus. C'est tout à fait délicieux comme nouvelle, ce qu'on va jaser tantôt. Mais entre-temps, j'ai le goût de. C'est pas une victime du jour, mais c'est drôle. C'est un article que j'ai vu passer en fin de semaine. Il m'a fait rire. J'ai le goût de commencer avec ça. C'était dans le. En fin de semaine, le blog étudiant était déchaîné. Ouais, on a un bel article de François Cardinal, je pense. Hein? Ouais, celle-là, je pensais le passer plus tard un peu parce que OK. c'est. Donc, en fin de semaine, le blog étudiant était déchaîné. On nous parlait de faut en finir avec le succès. Ça a l'air qu'au Québec, on est trop préoccupé par le succès. Ouais, la tyrannie du succès. Hey, écoute, j'ai pas cliqué là-dessus, man. Mais j'ai regardé ça, j'étais là, non, on est dimanche, c'est pas le temps d'être choqué après quelqu'un. Tu cliques pas. Hey, puis je me suis contrôlé. As-tu vu comment je suis bon? Ouais, t'es Pareil? rendu pas pire, pareil. Après ça, on avait un texte de Rose-Aimée Automne Témorin, Oh une de boy. mes préférées. Et, Toujours bon, son ça. texte s'intitule Comment et pourquoi ne rien faire. Et Pourquoi je suis pas surpris que ce soit un journaliste qui écrive ça? ouais. Elle, tu savais que c'est elle elle a appelé son chat Noun Alexandre. Donc, ça vous donne une idée du niveau. Tu sais, quand Joe Hamel il les a baptisé le blog étudiant, là, Chris, c'est vraiment ça. Là. La fille avec 44 noms et prénoms et son chat s'appelle Noun Alexandre. Mais non, Joey. Bon, moi pas, là. Mais c'est ça. Mais quand même, il y a des trucs drôles dans le blog étudiant, dont cet article-là qui m'a quand même vraiment fait rire. Un col bleu sous au volant d'une chenillette selon la ville. OK. Ça va, man? Ah, mais ça doit être le fun, chauffer ça bien chaud, pareil, cette affaire-là. La ville de À Montréal, Montréal. la ville de Montréal soupçonne un col bleu d'avoir commis un délit de fuite en état d'ébriété au volant d'une chenillette à trottoir très tôt lundi dernier au centre-ville, a appris la presse. La ville l'a rapidement suspendu et le service de police de la ville de Montréal enquête sur la situation. Pour empirer son cas, le travailleur aurait proféré des insultes racistes et des menaces à l'aide des collègues avant d'être rentré à la cour de voirie. C'est un collègue qui m'a snitch, l'esti, aurait affirmé selon la lettre de suspension qui lui a été remise à la presse, que la presse a obtenue. On a affaire à un grand génie, là. Ouais. De quoi il smile, ce noir-là? Oh. Le col bleu aurait ensuite mentionné « Je lui crisserais mon poing dans la gueule », selon le même document, qui ne précise pas l'identité de la cible des menaces. Au volant de sa chenillette, le col bleu aurait accroché endommagé un véhicule dans la rue Chapelot, entre les rues Hochelaga et Rouen, vers 2 heures. Hey, écoute, un gars chaud de même au volant de cette machine-là, là, ça peut te créer un 500 000, 700 000 de dommages assez vite, là. Ben oui. Ben oui. Hey, mais ça, Écoute. c'était arrivé. Ben, on ne sait pas s'il était chaud, mais mes beaux-parents, à Québec, ils avaient fait refaire une partie de l'aménagement paysager, dont l'entrée. Puis, tu sais, de chaque bord de l'entrée d'asphalte, il y avait, tu sais, là, quand tu fais un genre de Des petites mur pierres, de là. pierre empilée, arrive le matin, il y a genre 10 pierres de tomber sur le côté, puis tout leur bord du trottoir, tout décrissé, tu sais. Fait que là, ils appellent à la ville, puis Il y a quelqu'un qui se réchauffait avec de la vodka? étrangement, à la ville, ils ont été vraiment mielleux et ils ont dit qu'ils allaient revenir arranger ça. D'après moi, ils étaient au courant qu'il y a quelqu'un qui avait une flasque de caribou au volant de ça. Là. Ou, Les tout croches n'importe où, là. le gars s'était fait un petit vin chaud, met ça dans un flasque, puis le party était pogné. Mais non, je sais pas. C'est le genre de petit article qui me met un peu le sourire. Sympathique. Sympathique. Quoi que c'est pas sympathique que le gars insultait puis me faisait des menaces au monde. Là. Mais je me disais, calix, il y a du monde pareil que c'est. Mais penses-tu qu'il va perdre sa job? C'est un col bleu, là. Le syndicat des cols bleus de la ville de Montréal, il est très puissant. Mais pour l'affaire de racisme, je suis sûr que oui. Ouais, OK. Ouais, là, il pourrait perdre sa job. Ouais. Non, ça les intéresse. Que le gars ait pété 12 chars chauds
au volant de la Ça, c'est pas grave. chenillette, d'après moi, c'est pas grave. Mais l'affaire avec le monsieur noir, ça, d'après moi, c'est un motif. Ouais. À Montréal, c'est de même, ça marche. Ils vont-tu le renvoyer ou ben non, ils vont lui faire des cours d'inclusivité? Oh oui, ils vont faire comme avec Jordan Peterson, ils vont l'envoyer dans un genre de truc avec un coach, Rééducation. un genre de coach de vie qui va lui dire ouais, mais là, écris sur un post-it une qualité, colle-la au tableau. Le gars est bien chaud dans la classe. Écoute, notre sympathique, et là, il y a 14 guillemets. Tu sais, je fais comme les médias. T'as-tu remarqué, à chaque fois qu'ils écrivent quelque chose, il y a toujours des guillemets. Non, oui. De la liberté, entre guillemets, a affirmé telle affaire, entre guillemets. Pierre Poilievre fait un documentaire. Ouais, c'est ça. Et là, dans le fond, on a Stephen Guilbeault. Lui, probablement un des meilleurs ministres de Justin Trudeau. Il se démarque vraiment par sa pertinence. Il est revenu de Dubaï. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Il est revenu de ses voyages en avion qui nous ont coûté 150 000 $, on se rappelle. Hein? Il est allé à Dubaï niaiser avec le jet set de la société, la crème internationale. Donc, après s'être prélassé là-bas pendant des semaines à niaiser, là, il est de retour pour expliquer à la plèbe que vos chars, là, ça achève. Là. Donc là, demain, il va nous annoncer les nouveaux seuils de vente des véhicules électriques. Mais là, on veut que les constructeurs automobiles vendent un minimum de chars électriques là, avec ces seuils-là. Oui. Mais faut-tu que... Je sais pas, dans une vente, il y a comme deux parties. Il y a le vendeur, mais il y a comme un acheteur aussi là-dedans. Ce serait peut-être le fun que l'acheteur, ça y tente d'en avoir un. Oui, puis ça serait peut-être le fun que le constructeur soit capable de déjà bâtir ce qu'il veut bâtir. C'est comme si tu vas voir une madame qui fait du pain, elle est supposée d'en faire 20 par jour, elle a de la misère à en faire 10, puis tu lui dis, à partir de la semaine prochaine, tu vas en faire 60 par jour. Puis moi, je pense un miroir déformant, les gens l'oublient, mais il se vend beaucoup de chars électriques au Québec, principalement par rapport aux autres provinces, mais c'est parce que c'est 12 000 $ de subvention à la classe aisée qu'on donne. Là. Parce que quand tu arrives avec des programmes comme ça, là, tu dis, OK, là, vous allez vendre un minimum de chars, puis éventuellement, là, vous n'aurez plus le droit de vendre des véhicules à essence en 2035. Ça leur est-tu passé par la tête que présentement, un char électrique en bas de 40 000, c'est une utopie? Là? Ah, ben... Tu sais, je veux dire... Ça existe dans le cahier seulement. vous réalisez que présentement, il n'y a rien en bas de 40 000. Là. Oh, by the way, 40 000 et plus, c'est un char de luxe. Vous avez une taxe spéciale pour le luxe. Oui. Fait qu'on vous subventionne pour après ça vous retaxer. Non, mais pensez comme il faut. Là. Ils ont inventé une taxe de luxe. Cette taxe de luxe-là s'applique aux 40 000 et plus. La plupart des chars électriques sont en haut de 40 000. Puis on disait à la plèbe, en 2035, vous allez juste pouvoir acheter de l'électrique. Là, t'es là, tu te dis, hey, buddy, marche pas ton affaire. Là. Et là, ben, regarde, et ça, n'oubliez pas que c'est dans 11 ans. Là. C'est pas long. On arrive en 2024, là, dans les prochains jours. Tout le monde sait que ça se fera pas parce qu'on va avoir un gouvernement conservateur avant. Là. Ouais, mais Ottawa va annoncer mardi une réglementation visant à garantir que les constructeurs automobiles augmentent leur production de véhicules électriques en vue de l'entrée en vigueur de l'interdiction de la vente des véhicules à essence neufs à compter de 2035. Et ça, tu parles à n'importe quel concessionnaire automobile, ils partent tout à rire, ils disent tout, ça n'arrivera jamais. Mais faut faire attention avec eux autres. Hein. C'est pas parce que c'est pas logique qu'ils veulent pas le faire. Nope. Plus précisément, les véhicules zéro émission, inclus les modèles électriques à batterie et les modèles à hydrogène, devront représenter 20 % des ventes de voitures neuves en 2026. En 2026, c'est à côté, ça, là. 60 % en 2030 et 100 % en 2035. A appris une source gouvernementale de CBC News. Mettons que tu l'enlèves, la subvention de 12 000, le monde en achète-tu? On n'avait pas des articles qui nous disaient que les inventaires de véhicules électriques aux États-Unis étaient quand même assez élevés? Oui. Ah. Pour toutes sortes de raisons. Hein. De un, le prix. De deux, l'autonomie. De trois, le réseau de bornes de recharge qui est complètement insuffisant pour des pays immenses comme les nôtres. Puis l'essence, c'est pas cher là-bas. La température.
C'est quoi, ils vont-tu monter le litre d'essence à 3,50$ pour être sûr qu'on achète l'électrique, là? Donne-leur pas l'idée. Oh, ils l'ont déjà, crosse pas ta tête, là. Donne-leur pas l'idée. Cette nouvelle réglementation fédérale, qui sera connue sous le nom de normes de disponibilité des véhicules électriques, vise à garantir la pauvreté les constructeurs automobiles produiront suffisamment de véhicules électriques abordables pour répondre à la demande. Qu'est-ce qui va arriver avec des règles comme ça? Est-ce qu'il y a des constructeurs économiques qui vont regarder le Canada et qui vont dire go fuck yourself, je m'en vais. Ouais, Hey, on n'est pas beaucoup, là. Pas juste ça. On n'est pas beaucoup, là. Non, mais savez-vous ce qu'ils vont créer avec ça? Ils vont créer l'équivalent dans l'automobile du système de santé. C'est-à-dire la liste d'attente. Ah, ça fait 4 ans que j'attends pour avoir un char. C'est comme ça. Ça, là, personne ne croit à ça ici, là, mais ça, c'était la vie des gens dans les pays soviétiques. Tu te mettais sur une liste, puis là, maintenant, ils t'appellent. On a de la dent! Ça m'a été compté par des gens qui ont vécu là-bas. Là, il t'appelle. Oui, monsieur Grikoff. Oui. Votre voiture est prête. Ah, OK, parfait. Là, tu arrives, il y a une vieille Lada avec une porte qui ne ferme plus puis une lumière de pété en avant. Là, tu te dis, ouais, mais moi, je voulais une camionnette. Non, non. Ton char, il est là. Tu le prends, sinon on le donne à quelqu'un d'autre. Ouais, mais c'est parce que j'ai 6 enfants. Ça, c'est une Lada, 3 places. Non, non. Tu comprends pas, là. Regarde, ici, c'est quoi que j'ai? C'est un fusil qui est accroché après ma... Tu le prends, ou sinon tu vas pelleter de la neige en Sibérie. C'est de même, ça fonctionnait. Parce que, pourquoi je dis ça? Selon le Toronto Star, cette réglementation permettra de réduire les délais d'attente pour les consommateurs. Ben oui. Hein? Au Canada et aux États-Unis, les acheteurs prévoient des délais allant de 6 mois à parfois plus de 2 ans avant d'avoir la livraison de leur véhicule électrique neuf. Depuis quand qu'une réglementation, ça réduit le temps d'attente? Fait que ces crétins-là, ils sont persuadés qu'en ce moment, il y a des temps d'attente. Fait que pourquoi? Parce que la production ne fournit pas. Donc, si on augmente l'offre, ben on leur dit qu'il faut qu'ils augmentent l'offre, ils vont attendre moins longtemps. Ouais, mais là, si je comprends bien, là, on est capable de régler nos problèmes du système de santé. On a juste à passer un règlement. Ben oui, on a juste à passer un règlement qu'il faut que maintenant les médecins opèrent plus de gens et que les infirmières soignent plus de malades. C'est pourquoi on n'a pas pensé à ça? 50 ans qu'on a eu l'opportunité de penser à ça, puis on ne l'a pas fait. C'est fascinant. Ah non. Hey, on a vraiment des ministres qui ont des bonnes notions économiques. L'offre et la demande, là, ils maîtrisent ça sur le bout de leurs doigts, c'est l'enfer. Surtout lui, en particulier lui. La réglementation fédérale s'appliquera aux constructeurs automobiles et non aux concessionnaires. En vertu de la législation, les constructeurs devront obtenir suffisamment de crédit pour prouver qu'ils atteignent les objectifs fixés par Ottawa. Ils sont en train de faire une gestion de l'offre des chars, les débiles. Il va y avoir une genre de bourse. Fait que là, mettons, toi, tu as Subaru, puis toi, tu n'en as pas de modèle électrique où il n'est pas bon, puis personne ne veut te l'acheter. Mais ton modèle à gaz, le monde, ils le veulent. Puis là, ils achètent trop de modèles à gaz. Ils disent non, prenez notre modèle électrique. C'est de la merde, ton modèle électrique. Je veux pas l'acheter. Fait que là, au lieu d'aller le vendre à des sans-abri, ils vont dire à d'autres constructeurs hey, toi, ton modèle électrique, tu en vends plus que les autres. Je peux-tu t'acheter des crédits? Ils vont créer un marché du carbone, mais un marché de l'auto, toi, mon homme. Ils sont complètement malades. Ils jouent à l'économie. Ah hey, c'est pas une game de Monopoly, là, les amis. Là. Ah non, puis, ça marche. Écoute le calcul savant. OK? Ça, c'est vraiment du monde, là, des gens brillants. OK? Oh, oui. Des gens brillants. Hey, t'es drôle en baptême, toi, aujourd'hui. Hein? Guilbeault, lui, ce qu'il a dit, c'est écoutez, quelqu'un me dit qu'une voiture dure environ 15 ans. OK. La char est sur la route 15 ans. Donc, pourquoi pensez-vous que la date, c'est 2035? Pour que les gens s'adaptent tout de suite. Mais non, pour qu'en 2035, quand la dernière voiture à essence sera vendue, en 2034 et 364 jours, 15 ans plus tard, en 2050, on va être rendu carboneutre.
Ça, c'est des mathématiques de haute voltige, mon gars. Je le sais que c'est pas un tableau Excel, mais Chris, qu'eux autres, ils savent de quoi ils parlent. Faut se le dire, là. On manquera jamais de contenu dans notre podcast. Hein. Ah non, mais avec des tarés de même, je veux dire, des gens de même pour nous alimenter, il n'y a pas de problème. Là. Es-tu Et fatigué des fois, toi? si je suis fatigué, oui, Ouais, ça m'arrive une fois de temps en non, temps. mais tu sais, d'entendre un moment donné des idiots comme ça parler de choses savantes, là, ça te fatigue-tu? Moi, ça finit par m'épuiser un peu. Oui, ça finit par m'épuiser un peu. Surtout que non seulement sont idiots, mais sont. Moi, j'en reviens. Tu sais, je sais pas pour toi, là, mais moi, je me suis tout le temps dit, si t'es ministre de quelque chose, tu dois bien avoir accès à de l'information que le commun des mortels n'a pas. Ou, tu sais, je sais pas, tu dois être plus. Tu peux avoir. En tout cas, tu peux y avoir. Si tu le désires, tu peux y avoir accès rapidement. Plus que moi, mettons. Tu sais, lui, il y a des staffers, il y a une équipe. Tu sais, mettons, lui, il peut s'asseoir autour d'une table, Guilbeault, Il n'y a pas le temps. puis il peut dire aux gens, écoute, je veux tout savoir sur les moteurs électriques. Tout. Puis je veux pas que ça me prenne 4 heures le savoir. Là. Vous me faites des résumés. Il y a du monde payé pour ça. Des attachés, des ci, des ça. Il décide de rien. Non, non, ils décident de rien, ces C'est la gens-là. machine, c'est la machine en dessous de lui qui décide de tout. Puis la machine en dessous de lui, elle est là d'abord et avant tout pour préserver son emploi. Mais tu vois que ces gens-là sont vraiment plugués sur l'industrie. Là. Donc ça, c'était la semaine passée. Ford cutting Ben, le F-150 Lightning, là, on coupe la production en deux. Le monde n'en veut pas. Ouais, les gens en veulent pas. Slower than expected sale growth. Mais c'est pas grave. Frank, on va pouvoir bénéficier du fait que les Américains sont des imbéciles. Ouais. Si on arrive et on subventionne assez les Canadiens pour acheter de l'électrique, on va pouvoir être capable, avec notre gros 36 millions de personnes, bientôt 40, je pense qu'on est peut-être 40 millions, on va être capable de convaincre les constructeurs automobiles de faire exactement les chars qu'on veut. On veut des chars électriques. Ils vont nous en faire juste pour nous. Mais est-ce que les gens savent? Je ne sais pas si c'est le cas encore. Un pays nordique où est-ce que les batteries ont de la misère à garder leur autonomie parce qu'il fait fret, tabarnak. Mais je ne sais pas si les gens sont au courant. Là. En tout cas, aller jusqu'à très récemment, je ne sais pas si cette année c'est encore le cas. Là. Quelle est la voiture la plus vendue au Québec? Les gens auraient tendance à dire la Civic ou la Corolla ou ce genre de truc-là. Moi, j'aurais pensé à une Toyota tout de suite. Là. C'est le Ford Série F. Les F-150? Donc, les F-150, F-250. Ouais. Majoritairement 150. Majoritairement 150. Pourquoi? Économie de PME, tous les business pratiquement qui font de la livraison, de la construction, tout ça, c'est du Ford F-150 mur à mur. Ben oui, il y a du Chevrolet, puis du Dodge, puis tout ça. Là. Mais c'était, en tout cas, 2016-2017, ces années-là, c'était le truck, c'était la voiture, pas le truck, la voiture la plus vendue Frank, veux-tu starter un débat de gars puis que la bagarre pogne assez rapidement? Va dire qu'un Ford, c'est de la merde. Va dire qu'un Ram, c'est de la merde. Ou va dire qu'un Chevy, c'est de la merde. T'es sûr de faire pogner la merde dans une gang de gars? Oui, t'es sûr que la merde pogne. Mais tout ça pour dire que c'est ce qui se vend le plus ici, en tout cas, dans les modèles qui se vendent le plus. Et ceux qui fournissent ces modèles-là nous disent, ben, nous autres, la version électrique, là, les gens ne veulent pas, les gens se plaignent. Ben, moi, de ce que j'ai compris, c'est un bon petit truc pour si tu fais mettons, moi, là, faire ton épicerie, là. Non, mais tu sais, mettons, moi, là, si je voulais un pick-up, pourquoi? Pour aller à la quincaillerie chercher des planches de bois, puis une fois de temps en temps de la céramique, des affaires de même. OK, fine. Mais pour quelqu'un qui est sur la côte nord, puis qui fait 600 km de pick-up pour aller d'une job à l'autre, c'est pas terrible. Ça a l'air que c'est pas terrible. Sais-tu qu'est-ce qui est beau avec l'économie de marché? Sais-tu quoi qui est fantastique avec l'économie de marché quand il n'y a aucune intervention du gouvernement? C'est qu'on n'a pas besoin d'en parler dans les médias, c'est quoi que les gens préfèrent. On a juste besoin de constater qu'est-ce que les gens ont décidé par eux-mêmes. Ben oui. Puis on peut s'imaginer des raisons. Puis quand on s'imagine ces raisons-là, on fait généralement de la projection ou de la projection d'histoires qu'on a connues de notre côté. Mais la réalité, c'est que les gens décident ce qui est le mieux pour eux. Demande à n'importe quelle personne du Québec, quand il sort de la cour du concessionnaire auto, avec sa nouvelle voiture,
ou sa voiture usagée qu'il vient de s'acheter. Est-ce qu'il aurait pu faire un meilleur choix que ça? 100% des répondants vont dire qu'il vient de faire le meilleur choix possible. Il est satisfait de sa décision. Peut-être que 3 semaines après, il va être en maudit parce qu'il a acheté un citron et il est tout le temps au garage. Peut-être, ça arrive. Mais en sortant du garage, les gens sont persuadés d'avoir fait le meilleur choix possible pour leur ensemble de préférences. Ou leurs contraintes financières également. Il faut prendre ça en considération également. Il n'y a pas beaucoup de politiciens qui comprennent c'est quoi une contrainte financière, mais il y a des gens qui ça arrive qui ont des contraintes financières. Genre un char à 40 000 won't happen. OK? Mais eux autres, ils jouent au planificateur. Voici ce que les gens vont vouloir en 2035. Non, puis de toute façon, le modèle ne marche pas. Le modèle, non, mais ça, les autres, ils s'en foutent de ce que tu veux. Vous êtes incapable de prévoir le nombre d'enseignants nécessaires pour les classes. Vous êtes incapable de savoir combien vous avez d'enseignants à une semaine de la rentrée scolaire. Mais en 2035, vous allez savoir que les chars électriques, ça va être que ça sur le marché. Hey, vous êtes des génies, vous autres. Ils vivent dans un monde parallèle, ces gens-là. Là. On en a parlé plusieurs fois, puis on a fait un édito avec Simon Rochelot uniquement là-dessus. Il y a plein de compagnies qui coupent leur production. Ben là, je viens de parler de Ford, mais tu as Nissan aussi. Tu as plusieurs compagnies qui se détournent de certains modèles parce que ça ne marche pas, ils discontinuent, ils coupent la production. Puis la raison est simple, c'est que au début, quand il y a juste des early adopters qui en veulent, ben oui, tu peux avoir un système de subvention puis donner des 10 000, des 15 000 au monde qui veulent en acheter. Mais là, plus ils vont en avoir, là, combien de temps encore ils vont maintenir ces patentes-là, de donner 6 000, 12 000 à des gens? Ça va finir. Puis, savez-vous ce qui va arriver après? C'est que qu'est-ce qui va arriver avec la taxe, les multiples taxes sur l'essence? Pensez-vous qu'ils vont arrêter de vous les charger? Je te pose une question. Est-ce que l'acier, le fer, est un matériel disponible en grande quantité? Le fer, je dirais oui. OK. Est-ce que le cuivre est un matériel disponible en très grande quantité? C'est plus tough sur le cuivre. C'est plus tough. Ouais. C'est plus tough. Puis maintenant, quand on s'en va dans des métaux un peu spéciaux, exemple, le lithium, est-ce que c'est disponible en très grande quantité? Moins. Le moteur à essence est principalement construit de fer, d'acier. Le réservoir d'essence est principalement construit d'acier, de fer également. Si, mettons, demain matin, on double la quantité de véhicules à essence, est-ce que le prix du fer va se mettre à grimper rapidement? Puis est-ce que le réservoir d'essence va me coûter plus cher? Et est-ce que le moteur va me coûter plus cher? Ce qu'on risque de voir, la réponse est non. Ce qu'on risque de voir même, c'est peut-être des légères diminutions de prix chez certains constructeurs qui se mettraient à vendre 2 fois plus de chars. Toyota, il n'y aurait pas d'impact, mais un plus petit constructeur pourrait peut-être réussir à faire de quoi pour baisser ses coûts un peu de production. Fait que ça, c'est un marché qui fonctionne bien. Tu augmentes le nombre de véhicules produits, ton coût marginal de production diminue. Mm-hmm. Maintenant, dans l'électrique, si demain matin, on multiplie par 10, parce que c'est le genre de multiplication qu'on veut, là, on multiplie par 10 la production de véhicules électriques. Est-ce que les batteries, le coût augmente ou il diminue? Ah, il augmente. Parce que la rareté des métaux va se faire... ça va arriver très vite. Est-ce que les moteurs électriques, le coût augmente ou diminue? Il y a du cuivre là-dedans. En tout cas, si c'est pas le cas, je suis peut-être dans le champ, je connais rien là-dedans. La seule chose que je connais, moi, c'est le prix des métaux un peu, puis les matériaux, comment ça peut coûter, puis un peu comment que la finance fonctionne. Ben moi, mon guess, c'est que si on fait x10 le parc automobile électrique demain matin, il y a toutes sortes de métaux un petit peu plus rares que le prix va augmenter très rapidement. C'est ça le bug. Le bug, à la base, c'est pas une question de technologie. C'est pas une question si c'est le fun à conduire ou pas. C'est même pas une question d'autonomie. C'est une question de capacité de production. Le fer, ça coûte rien. Puis l'essence, je suis plate à dire, s'il n'y avait pas de taxes, ça coûte rien, ça aussi. Ben oui, ça coûte rien. Ça coûte rien à transporter, ça coûte rien à faire brûler, ça coûte à rien quand c'est pas taxé comme des innocents. Mais de toute façon, ils sont pognés dans l'énergie renouvelable est pris dans un paradoxe qui est le suivant, c'est que l'énergie renouvelable n'est pas capable de créer l'énergie renouvelable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peu importe quel type
d'énergie renouvelable vous produisez, de l'électricité, de l'éolien, du solaire, tout ça, qu'est-ce que vous devez faire pour construire ces installations-là? Vous devez utiliser de l'énergie fossile. Il n'y a aucune forme d'énergie renouvelable qui est créée par elle-même. Donc, quand tu fores pour avoir du pétrole, qu'est-ce que tu utilises? Tu utilises de l'équipement qui fonctionne au pétrole. Mais quand tu essaies de bâtir des systèmes pour produire de l'énergie renouvelable, des piles, des batteries, tout ça, qu'est-ce que tu utilises? Tu utilises aussi des énergies fossiles. Puis ça, c'est simple. C'est la seule manière de le faire de manière que ce soit un peu rentable. La prémisse économique qu'on vend à ces ministres-là qui nous arrivent avec ces lois stupides-là, c'est la suivante. Si on force les gens à en acheter plus, si on force les constructeurs à en fabriquer plus, leur coût de production va diminuer et le prix au consommateur va se rapprocher du véhicule à essence. Pour vrai, là, c'est de même qu'on leur vend ces idioties-là. Puis pourquoi on leur vend ça comme ça? Parce que dans une économie normale, pour un produit normal, d'augmenter sa production fait en sorte que la chaîne de montage devient plus efficace, fait en sorte que le coût marginal de production a tendance à diminuer. Ça, c'est pour un bien standard. Le char électrique est tellement exigeant en matériaux plus dispendieux que le fer et plus rare que le fer, bien, cette théorie-là n'est pas vraie. Si tu augmentes la production, tu mets une pression à la hausse sur les intrants. Ben oui. Le prix des intrants. Crime, wake up! Mais on a oublié une affaire dans l'histoire. C'est qu'eux, ils n'ont pas comme objectif que tous les Canadiens, en ce moment, qui ont un véhicule à l'essence, un jour en aient un électrique. Ils n'ont pas cet objectif-là. Ils veulent être d'un premier à mettre la loi. Aussi, mais ils ont comme objectif que en 2050, t'aies la moitié moins de chars sur la route qu'il y en a aujourd'hui. Donc, les gens qui n'auront pas les moyens de s'en acheter, ça ne les dérange pas pantoute. Ce qu'ils veulent, c'est que vous preniez l'autobus. Ouais, mais Frank... Non, mais je te dis pas que c'est logique puis que ça a du sens. Je te dis ce Si, qu'ils pensent juste... dans leur tête. Ça nous avait été dit par Fitzgibbon, ça rappelle-toi. Je sais, puis tu as raison que c'est ça qu'ils veulent. Mais tu sais quoi qui est stupide là-dedans? Tu sais, on en parle souvent dans le trio économique, comment c'est important la mobilité de la population, la mobilité sociale, comment que on veut que les gens qui sont dans une classe de société plus pauvre ou de classe moyenne inférieure aient la possibilité de gravir des échelons pour eux aussi améliorer leur sort avec du bon travail puis avec des efforts. Ça, c'est le genre de société que tout le monde veut vivre. C'est une société qu'on peut considérer juste, même s'il y a des inégalités, parce que tu as l'opportunité de monter. La mobilité sociale, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais Christy, la journée que le monde qui sont pauvres ont de la difficulté à avoir une voiture, puis que les gens qui sont riches ont une facilité à en avoir, est-ce que tu viens d'aider la mobilité sociale ou tu viens de nuire à la mobilité sociale? Non, tu viens de créer une genre de ségrégation. Vous voulez empêcher les gens plus pauvres et des classes moyennes inférieures de gravir les échelons et de sortir de cette pauvreté-là et d'atteindre le niveau de la classe moyenne supérieure en leur empêchant d'avoir des automobiles. C'est ça la réalité. Ben, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est revenir à... Puis c'était comme ça au début du siècle, au début du 20e siècle. Qu'est-ce qu'il y avait au début du 20e siècle? Il y avait des tramways. Joey, certains diraient que tu l'aides parce que tu les forces à prendre le transport en commun. Ça veut dire que la prémisse de base, c'est que les pauvres, à la base, sont caves, puis grâce à nos règlements, finalement, ils prennent des bonnes décisions. Ben oui. Mais si tu retournes dans le passé, là, mettons, là, fin 1800, début 1900, c'est quoi qu'il y avait? Il y avait des rails à terre, des trams dans les grandes villes, et les gens riches, là, c'est eux qui ont eu les premières voitures. Donc, les gens de la haute société, moi, je me rappelle. Je me rappelle là! Hey, non, tu mais fais du Biden? Ouais, je suis rendu comme Biden. Non, mais je me rappelle qu'on m'a raconté cette histoire-là dans ma famille de, genre, la première personne dans la ville d'où je viens, au Lac-Saint-Jean, qui avait un véhicule. Ça a été comme une parade un peu, là. Genre, les gens sur le bord du chemin, puis le premier char arrivait dans la ville. De la place, là, t'sais. Genre. Et les autres, ils faisaient quoi? Ils marchaient. Puis ils étaient en vélo. Ils allaient travailler à pied puis en vélo. Mais eux, c'est à ça qu'ils veulent revenir, là. Regardez tous les idiots utiles qui se promènent, qui se filment. Hey, aujourd'hui, je suis allé travailler en vélo en plein hiver, je fais ma part pour la planète.
Tu fais surtout ta part pour qu'on revienne à une espèce de système où il y a juste les gens qui vont avoir les moyens de payer un char trop cher, puis 12 000 règlements puis taxes pour l'avoir pareil, mais les gens qui sont en bas de la patente, là, eux, ils vont être pognés pour prendre. Puis ça, c'est quand tu es dans la ville. En ville, c'est tel que tel, mais en campagne, tu fais quoi, là? Tu fais quoi en campagne, là? Puis en plus, c'est toute l'organisation sociale a été pensée pour ça. Tu sais, quand eux autres, ils tripent sur l'Europe. Là. Quand tu vas en Europe, là, la densification dans plusieurs villes est telle que tout a été pensé pour ça. Là. Genre, il n'y a pas de grosses épiceries, il n'y a que des petits, genre des équivalents un peu de bonichois comme ici. Il y a ça partout. Mais ici, là, tous les nouveaux quartiers qui ont été développés où il n'y a pas d'épicerie pendant des kilomètres, puis m'amener, oups, il y a un gigantesque maxi loin. C'est fait pourquoi, ça? C'est fait, ça a été pensé dans un système où les gens prennent une voiture et vont à l'épicerie. Exact. Ça n'a pas été pensé pour, genre, je m'en viens à pied ou en vélo, là. Tout à fait. Tout à fait. Puis tu sais, vous le voyez, quand vous êtes un peu plus, pas en banlieue, là, mais en région un petit peu plus rurale, quand tu arrives pour engager du personnel, puis là, la personne n'est pas dans ton village, elle est dans 5 ou 6 villages plus loin. Tu vas lui offrir un salaire horaire. La personne, elle va dire laisse-moi y penser. Pourquoi? Ben là, quand même 25 km de char à faire, c'est des coûts, c'est du temps. Puis si je peux avoir un salaire équivalent dans le village où je suis déjà, je ne ferai pas le move. Ben oui. Ah, ben attends un peu, je vais te donner 2 piastres de l'heure de plus parce que je te veux vraiment. OK. Fait que là, la personne va faire ses calculs. OK, je vais être payé plus cher, mais en bout de ligne, je vais dépenser plus d'essence. Est-ce que ça vaut la peine d'aller dans cette entreprise-là? Ça se négocie pour vrai là, Ben oui. dans des endroits de même. Là. Parce Absolument. que ça a un impact sur le budget. Fait que si ça a un impact sur le budget, imaginez-vous dans un monde où est-ce que la personne qui est dans cette situation-là ne peut plus acheter de voiture parce qu'elle n'a plus les moyens d'en acheter. Puis il n'y en a pas de transport en commun. Tu es dans le fond de la Beauce, tu es dans le fond de Bellechasse, tu es au Saguenay, tu es au Lac-Saint-Jean. Il n'y en a pas de transport en commun. Ben, de toute façon, regardez l'état des finances publiques, regardez les besoins qui explosent de partout. Le monde est dans la rue en train de broyer qui veulent plus d'argent. Vous pensez que ça va durer combien de temps encore, là? Ces projets de fous-là, à coût de 10 milliards, puis de 15 milliards, puis tout ça. Hey, on n'a pas ce qu'il faut pour donner 2-3 piastres d'augmentation de l'heure à des gens qui sont dans la rue, mais on va se payer des projets d'infrastructure à 15 milliards, puis 20 milliards, puis tout ça. Moi, je pense que ces niaiseries-là, ils nous le disent pas, mais ça achève pas mal, là. Puis regardez la précarité financière des enseignants présentement. On l'a d'en face à tous les jours avec les négos. Tu sais, peu importe ce que vous en pensez, peu importe si vous trouvez ça débile qu'il y en ait qui est dans les aides alimentaires puis qu'ils ne vident pas leur CELI pour ça, ou peu importe. Je m'en sac, là, ce bout-là. Là, okay? Les choix personnels des gens, là, ça ne veut rien dire. Mais on peut définitivement dire que présentement, il y a des enseignants qui vivent une certaine précarité financière. C'est un fait. C'est des gens qui, en moyenne, gagnent tout près de 2 fois le salaire médian du Québec. Là. Oh, oui. Ces gens-là sont beaucoup plus proches du 100 000 par année que du 52 000 qui est le salaire médian. Là. Oui. Beaucoup plus proche du 6 chiffres que du 52 000. Là. Et il y a une précarité financière. Mais vous autres, vous arrivez puis vous allez instaurer des lois qui font en sorte que les gens vont avoir moins accès à des véhicules parce que les véhicules vont être trop chers pour eux. Puis vous pensez que ça va augmenter la mobilité sociale puis tout le monde va avoir un sentiment de justice puis enfin, on est tous pauvres égales. Merci. Ah oui, c'est ça. Ça marche pas, ça. Comme Ça disait arrivera Manon pas. Massé à Québec solidaire, on veut que tout le monde puisse vivre dans la pauvreté, dans son légendaire lapsus. Mais on va continuer dans la partie Patreon là-dessus parce qu'il y a un article qui est un peu un complément de ce qu'on a jasé dans le Wall Street Journal parce qu'il y a un élément qu'on n'a pas mentionné encore, c'est que dans un secteur, dans plusieurs secteurs économiques, là, des success stories, des fois, il y en a un, deux, et il y a toutes les autres qui se plantent. Les crosseurs copycat en arrière. On en a parlé souvent. Là. YouTube a réussi à faire une plateforme vidéo qui fonctionne. Les autres ont essayé de les imiter. À la date, c'est tout de la merde. Solide. Facebook, c'est de la merde. Twitter, pour l'instant, malgré que j'aime bien Elon Musk, c'est de la merde. Tout ça. Mais dans l'électrique, il y en a un success story que tu vois passer ses routes et c'est Tesla. Les autres, là, à part au Québec, parce qu'il y a des subventions, si vous allez ailleurs qu'au Québec, là, des chars électriques, là,
tout ce que tu vois, c'est des Tesla. Fait Majoritairement. On a eu Elizabeth Holmes qui s'est pris pour Steve Jobs dans le domaine de la santé. Ouais. Et on a Trevor Milton qui avait fondé Nikola. Et lui, il nous avait dit qu'il allait compétitionner Tesla. Et malheureusement, lui, il est au bord de la prison aujourd'hui. Donc, on va en discuter dans les prochains instants dans la partie Patreon.